Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir choisi d'assister à notre atelier euh, du jour. Donc, je me présente rapidement. Je suis Luc Vermogoshi. Je suis directeur de la practice durabilité chez Nexialog Consulting. Et donc, j'ai l'honneur de co-animer cet atelier sur le risque biodiversité avec trois éminents collègues que je vais présenter très rapidement dans quelques instants. Donc, ce qu'on va faire rapidement aujourd'hui pour donner un cadre à cet atelier, c'est dans un premier temps, recontextualiser, expliquer pourquoi la biodiversité, c'est plus du tout uniquement un enjeu écologique, mais c'est un actif en fait stratégique, dont l'érosion pourrait en réalité mettre en péril la stabilité économique et financière de nos sociétés à court et moyen terme. Et plus particulièrement, ce qu'on va faire en fait, c'est de tenter de comprendre pourquoi et comment l'intégration de ce risque biodiversité dans vos stratégies d'investissement est non seulement pertinente, mais également incontournable en fait aujourd'hui pour mieux anticiper les défis de demain. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être entouré de trois personnes très très compétentes et pertinentes en la matière. Donc, je vais présenter succinctement par ordre d'apparition Juliette Noirclair, gérante de portefeuille chez Mirova, qui est un acteur donc, très pertinent en matière de biodiversité, en tout cas d'offres de produits financiers sur la biodiversité. Sébastien Marangoni, merci d'être là. Vous êtes directeur de l'impact chez BPCE Assurance. Et Delphine Bartre, vous êtes responsable de programme à la direction financière d'AEMA Group. Euh, donc rapidement, quelques définitions peut-être pour commencer sur le terme principal en fait de cet atelier et qui explique en fait la complexité du sujet qui se pose à nous aujourd'hui. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc en fait, c'est une définition composite, c'est un terme composite, c'est ce qui fait toute la complexité du sujet, puisque c'est donc deux choses à la fois, je répète, les êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent. C'est un sujet qui, sur le plan biologique, est généralement étudié sous trois prismes différents que j'ai mentionnés dans cette diapositive. Donc les échelles du vivant, ce qu'on appelle les échelles du vivant, l'échelle écosystémique, l'ensemble des écosystèmes, du plus macro au plus micro en fait. L'échelle spécifique, qui est la diversité des espèces à l'intérieur d'un même écosystème, et à l'intérieur de ces espèces, la diversité génétique, qui est la diversité des individus à l'intérieur de ces espèces-là, à l'intérieur d'un même écosystème. Pourquoi on parle de biodiversité aujourd'hui? Parce que c'est l'une des 9 limites planétaires. Donc les 9 limites planétaires, c'est un concept qui a été introduit il y a maintenant de longues années, qui en fait représente des seuils que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas remettre en cause le fonctionnement entre guillemets normal, pérenne en tout cas, des écosystèmes, enfin de son environnement, de son propre environnement, celui qui nous a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui et de prospérer. Il y en a 8 autres que vous avez ici sous les yeux, donc l'eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone, etc. Quelques chiffres clés qui permettent de bien comprendre pourquoi, donc quel est l'état des lieux en fait aujourd'hui à l'échelle mondiale, des données, des données financières, en fait des données en euros monétaires, pardon, plus précisément, donc 44 000 milliards de dollars, c'est la part du PIB mondial qui dépend de la nature et de ses services selon le Forum économique mondial. 25%, c'est la part des espèces menacées selon l'IPBES, qui est un panel intergouvernemental un peu équivalent au GIEC pour le climat, pour ceux qui sont un peu familiers avec la question. 75%, c'est la part des écosystèmes qui sont dégradés. Et enfin, surtout, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, 42%, c'est pour le secteur financier, la part des actifs qui dépendent en fait directement ou indirectement d'au moins un service écosystémique. Je définirai plus tard ce terme. Donc la biodiversité, tout comme le climat, en fait, on peut l'observer sous le prisme. Il y a une double matérialité, en fait, une matérialité d'impact, l'impact positif ou négatif de l'homme sur la biodiversité, et la matérialité financière, qui est donc le risque financier pour les entreprises, et en particulier aujourd'hui pour les assurances, de la perte de services écosystémiques donc sur l'économie dans un premier temps, puis sur l'assurance. Donc, sur la matérialité d'impact, on parle de pression environnementale. Il y en a 5 types. Ce sont des forces, en fait, d'origine humaine ou naturelle, qui exercent un stress sur les écosystèmes qui peuvent aboutir à sa détérioration. Donc, il y a 5 types de pression. Vous avez 5 exemples, donc, surexploitation, pollution, etc. Et comme pour le climat, on peut subdiviser les activités humaines en fait en catégories qui sont celles qui ont un impact le plus. Le scope 1 étant donc scope 1, scope 2, scope 3 pour ceux qui sont familiers avec les notions pour le climat, familiarisés par le GHG protocole. Pour la biodiversité, on a la même chose. Scope 1 étant donc les activités humaines qui ont l'impact le plus direct, donc typiquement la production via l'extraction de ressources, etc. Et le scope 3, c'est l'indirect, la consommation finale par exemple.
Je reviens sur la matérialité financière. On a donc les services écosystémiques. Ce sont tout simplement des services qui sont fournis par la nature. Il y a plusieurs types de services écosystémiques, des services d'approvisionnement, de régulation, de soutien, etc. On en a listé quelques-uns dans le diagramme au centre. Donc, par exemple, l'eau douce, en fait, l'existence de l'eau douce, c'est un service écosystémique, la photosynthèse, etc. Je passe vite en fait sur cette diapositive parce que je pense que c'est assez clair même le concept de service écosystémique. Il y a plusieurs composants et donc l'homme ou la nature elle-même peut utiliser ces composants pour produire. Un diagramme en bas à droite permet de voir qu'en fait certains systèmes de comptabilité écosystémique commencent à se développer, où en fait on traduit de stock en flux des services écosystémiques. Il y a une traduction monétaire de cette valeur-là qui ensuite a un impact positif ou négatif sur l'écosystème de base, ou pas de base d'ailleurs, sur un autre écosystème. Et donc on a donc ce circuit qui permet d'envisager un jour une comptabilité écosystémique. Alors rapidement, le cadre réglementaire européen, avec en noir le cadre volontaire, en rouge le cadre obligatoire, et une année clé, 2022, lors de laquelle en France, donc, il y a eu l'arrivée de l'article 29 LEC, loi énergie-climat, qui est donc un texte qui impose un certain nombre d'éléments à disclose, à dévoiler pour les assureurs, dont la biodiversité qui est un pilier fondamental. La même année, on a eu la CSRD, donc, vous savez, un ensemble de data points à reporter. Je pense que tout le monde est assez familier maintenant avec la directive CSRD, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser des questions en fin d'atelier. Donc le SRS thématique E4, c'est un ensemble de data points uniquement liés à la biodiversité que les grandes entreprises de plus de 1000 salariés doivent reporter. Et dans le cadre volontaire important, en 2022 aussi, il y a eu la COP15, donc avec notamment l'accord de Kunming-Montréal qui a défini un ensemble de cibles, 23, pas particulièrement 23 cibles, qui ont toutes pour objectif de stopper la perte et de restaurer la biodiversité. Ces cibles, donc où en sont les assureurs aujourd'hui? Ces cibles, en fait, on s'aperçoit avec le diagramme en bas à gauche qu'elles sont de plus en plus considérées par les assureurs, en particulier entre 2023 et 2024. On note qu'il y a un certain nombre de cibles qui sont observées, en particulier la cible 8, qui est typiquement en fait, le fait de favoriser les investissements de solutions fondées sur la nature. Adaptation au changement climatique via des solutions fondées sur la nature. Donc, typiquement, planter des arbres pour réduire la température dans les villes, etc. On a 4 des plus grands assureurs français dans les autres données clés de cette diapositive, je passe assez rapidement, qui ont fait le choix de s'aligner sur les recommandations de la TNFD, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. On a 13 très grands assureurs français qui ont fait le choix de signer, d'adopter le Finance for Biodiversity Pledge, qui est une charte en fait pour favoriser la biodiversité. 2 tiers ont au moins une mesure biodiversité dans leur reporting. Malheureusement, la quasi-totalité des assureurs ont aucun, et c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et je passe très rapidement la parole à Juliette, aucun objectif lié à leurs investissements sur la thématique biodiversité, bien qu'un certain nombre de produits financiers commencent à se développer, dont le fonds Mirova Objectif Biodiversité. Oui, le fonds Mirova Objectif Biodiversité a été lancé début avril. C'est une volonté de 11 investisseurs institutionnels de proposer un fonds qui va adresser l'impact biodiversité. Et donc peut-être pour mesurer le risque biodiversité, il est intéressant de distinguer 2 dimensions, donc l'impact et la dépendance. D'une part, l'impact, c'est l'impact des entreprises, des activités d'une entreprise sur la biodiversité. Mesurer l'impact est encore complexe. On a certaines initiatives qui ont été mises en œuvre, notamment par Iceberg Data Lab avec leur outil d'impact, le CBF, que je vais détailler par la suite. Et on a aussi cette notion de dépendance, donc la dépendance de certaines entreprises ou activités économiques à ces fameux services écosystémiques. On les catégorise en trois parties. Les services de régulation, donc comme l'a bien énoncé Luc, c'est tout ce qui est filtration de l'eau, captage du carbone dans les océans, les forêts. Les services d'approvisionnement en eau, l'agriculture, nos denrées alimentaires par exemple, et des services culturels qui sont plus des services immatériels, notamment les loisirs, parcs nationaux, etc. Et donc,
En termes de mesures d'impact biodiversité, donc on a la méthodologie d'Iceberg Data Lab qui a été élaborée. Ils ont notamment développé donc, le CBF, qui est le Corporate Biodiversity Footprint, qui va permettre de cartographier les activités d'une entreprise et ainsi cartographier l'impact des activités et de toute sa chaîne de valeur sur certaines pressions liées à la biodiversité. On en dénombre 4 principales qui sont le changement d'utilisation des sols, le changement climatique, la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Chacune de ces pressions-là va être ensuite... on va utiliser un outil, un métrique unique qui s'appelle le MSA, qui est le Mean Species Abundance, qui va nous permettre de mesurer l'abondance en espèces sur un écosystème donné par rapport à un écosystème de référence. Donc par exemple 0%, c'est un écosystème qui a été totalement ravagé, 100%, c'est un écosystème qui n'a pas du tout été perturbé. Cet outil-là est également transcrit en MSA par kilomètre carré, et la somme de ces 4 MSA par kilomètre carré par pression donne ce score de CBF. Donc c'est un outil de mesure d'impact que l'on peut utiliser notamment dans les portefeuilles d'actifs que Mirova utilise pour pouvoir mesurer l'impact d'un portefeuille biodiversité et non pas forcément la dépendance, mais surtout l'impact négatif d'un portefeuille et des activités des entreprises que l'on a dans le portefeuille. En termes de marché, où est-ce qu'on en est? On observe une prime de risque biodiversité, spécifique biodiversité, depuis 2022, donc depuis cette COP 15, qui est distinct du risque climatique. Donc plus l'impact est significatif, l'impact d'une entreprise est significatif sur la biodiversité, plus l'entreprise doit compenser les investisseurs pour ce risque biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est que plus l'attention sur la biodiversité augmente et plus l'aversion au risque augmente, plus cette prime est significative. Par contre, plus l'attention sur le climat augmente, plus cette prime biodiversité va diminuer. Donc on voit que les investisseurs évaluent le risque climat et biodiversité de manière distincte et parfois de manière assez inégale. Et peut-être un exemple d'opportunité au niveau titre. Donc on a des entreprises qui offrent des solutions biodiversité, ça va être des services ou des produits qui vont permettre de réduire leur impact sur la biodiversité. Mais on a également des entreprises qui ont des bonnes pratiques pour réduire leur dépendance à ces fameux services écosystémiques. Donc par exemple, on a L'Oréal, un cosmétique, on ne va pas dire que c'est une solution biodive, mais par contre, elle met en place une politique ambitieuse en termes de biodiversité pour limiter sa dépendance à certains services écosystémiques. Donc par exemple, une politique en termes d'ingrédients, d'ici 2030, elle souhaite que 90% de ces ingrédients soient d'origine biologique, proviennent de procédés circulaires ou de matières premières abondantes. Elle a également une politique en termes de packaging qui est assez ambitieuse, avec 100% de packaging provenant de plastique recyclé d'ici 2030. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces entreprises qui ont une portée assez internationale permettent à des entreprises plus petites, des startups, de développer des solutions biodiversité. Notamment, on a par exemple l'exemple de Eastman Chemicals qui fait du traitement de plastique chimique et qui nous a dit que L'Oréal est un des clients phares pour cette entreprise. Et c'est grâce au soutien d'entreprises telles que L'Oréal que certaines solutions peuvent émerger par la suite, des solutions positives pour la biodiversité. Je passe la parole à... Ouais, merci, bonjour à toutes et à tous. Là maintenant l'idée c'est de vous présenter un peu une étude de cas sur 2 portefeuilles différents pour voir un peu les conséquences que peut avoir l'intégration des enjeux de biodiversité dans la gestion d'un fonds action. Donc on a un fonds, je vais vous le mettre juste après, tac. L'idée c'est de se dire on va prendre 2 fonds en se positionnant un peu sous l'angle de ce que peut faire Mirova, qui est un gestionnaire d'actifs on va dire engagé, qui cherche à limiter les impacts négatifs de son portefeuille et à
identifier à la fois les entreprises en transition, tu évoquais L'Oréal, et identifier les entreprises solutions aussi, donc parmi les fournisseurs de L'Oréal, donc qui a vraiment un filtre biodiversité qui est important et qui va être positionné en amont, on va dire, de la phase d'investissement, de façon à sélectionner des valeurs qui soient cohérentes avec la stratégie du fonds. En face, on va avoir des fonds plus historiques, plus traditionnels pour les investisseurs institutionnels. Alors les investisseurs institutionnels sont aujourd'hui peut-être moins engagés sur la dimension impact, même si ça commence à venir petit à petit. Ce qui les intéresse, on va dire, en premier lieu, c'est surtout finalement la gestion des risques, en se disant, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que mon portefeuille ne perde pas forcément trop de valeur en fonction de la survenance de tel ou tel risque. Et évidemment, aujourd'hui, on voit l'émergence d'un risque biodiversité pour les raisons qu'ont évoquées Juliette et Luc. Et donc, d'un point de vue institutionnel, on va dire, on pourrait s'attendre, alors c'est pas encore quelque chose qui est ultra développé, mais on pourrait s'attendre que dans la gestion des fonds, avec un esprit, on va dire, institutionnel, on fasse davantage attention aux enjeux de dépendance, c'est-à-dire de quoi dépendent les performances des titres que j'ai en portefeuille, pour m'assurer que globalement, je ne sois pas confronté demain à des pertes de valeur du fait de la disparition ou de la raréfaction d'un certain nombre de services écosystémiques. Mais bon, aujourd'hui, tous ces sujets-là sont plutôt traités en aval du processus d'investissement et donc font plutôt l'objet de reporting, on va dire, plutôt que de filtres actifs d'un point de vue de la gestion. Donc là, juste si on vous présente rapidement les deux portefeuilles qu'on a testés, on a un fonds alors qu'on a qualifié d'action dividende parce que c'est un fonds qui est benchmarké Eurostock 50, mais qui a un biais sur des valeurs on va dire à fort dividende, avec une cinquantaine de titres à l'intérieur, peu de filtres, ESG, on va dire, en amont, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, peu d'exclusion, une zone d'investissement qui est la zone euro, avec des critères de sélection de titres qui sont principalement des critères financiers. De l'autre côté, vous avez le fonds Impact Biodiversité, qui est avec un univers d'investissement évidemment plus réduit, puisqu'on a appliqué beaucoup plus de filtres sur notamment la partie biodiversité, sur la qualité des engagements, on va dire, des entreprises sous-jacentes. Donc on a une quarantaine de titres qui sont investis dans ce fonds-là, avec un univers qui est un tout petit peu plus large, puisque en termes de zone géographique, puisqu'on est sur la partie monde, et que finalement la dimension de ce fonds-là, enfin l'objectif de ce fonds-là est vraiment axé sur le sujet de l'impact. Et on va voir justement, et ça peut être un enseignement qui est assez intéressant, que quand on va regarder les différentes métriques qui vont ressortir de ces deux fonds-là, finalement on va arriver à un certain nombre de conclusions qui peuvent paraître contre-intuitives. Et donc l'idée, c'est aussi d'essayer d'aller un peu au-delà de ça et de se poser la question, notamment en tant qu'actuaire, de la place des modèles, des indicateurs qu'on peut utiliser et de la réalité sous-jacente qui est représentée dans les investissements des fonds. En 2 secondes, si on regarde un peu la composition du fonds Action Impact Biodiversité, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est 3 choses. D'une part, l'absence d'un certain nombre de secteurs. Donc vous avez, alors je ne vais pas forcément tous les citer, d'autant que vu d'ici c'est écrit un peu petit, mais vous avez tout ce qui est assurance, services financiers, etc., tout ce qui est télécommunications, tout ce qui est transport. Tous ces secteurs-là finalement sont absents par choix du coup de la part du gestionnaire d'actifs, puisque ce sont des secteurs qui sont, on va dire, un peu moins directement concernés par les sujets de biodiversité. Vous avez ensuite un peu à contrario, on va dire, une présence sur un certain nombre de secteurs spécifiques qui, eux, ne sont pas investis par des fonds d'investisseurs traditionnels benchmarkés Eurostock 50. On peut noter tout à droite, du coup, pour vous, la partie eau, donc tout le secteur de l'eau, le secteur que vous avez à peu près au milieu, tout ce qui est papier, forêt, etc. Donc là, on est vraiment sur des thématiques qui sont beaucoup plus directement liées à la biodiversité. Donc on comprend aussi que l'intérêt que peut avoir un fonds impact sur ces sujets-là. Et puis derrière, vous avez des sur- et sous-pondérations de certains secteurs, notamment, par exemple, on a le secteur de tout ce qui est chimie, qui est surpondéré, notamment par l'acteur que vous évoquiez, qu'évoquait Juliette tout à l'heure. C'est un exemple parmi d'autres. Alors quand on regarde maintenant, une fois qu'on a un peu compris ce qu'il y avait dans ces fonds-là, comment ça ressort en termes d'analyse, on va faire un peu cette analyse on va dire en double matérialité, comme évoquait Luc tout à l'heure, avec d'une part les dépendances et d'autre part les impacts.
Donc si on regarde les dépendances, en fait, ce qu'on regarde en termes de score de dépendance ou de pourcentage de l'actif qui est fortement dépendant à la biodiversité, puisqu'il y a une gradation finalement dans les modèles qu'on peut utiliser. Finalement, on va distinguer les émetteurs qui sont faiblement, moyennement, fortement, très fortement dépendants de la biodiversité. Donc là, on voit qu'on a finalement entre les deux portefeuilles, on a rajouté l'Eurostoxx 50 un peu en benchmark à côté, très peu de différence en termes de dépendance, avec en revanche une répartition par typologie de services. Tout à l'heure, on évoquait les services d'approvisionnement, de régulation et les services culturels. On voit que du côté du fonds impact, on est très légèrement surpondéré sur les services d'approvisionnement et un peu sous-pondéré sur les services de régulation. Et donc là, l'idée, c'est justement de se dire comment est-ce qu'on va, au-delà de ces analyses un peu juste chiffrées, sorties d'un certain nombre de modèles fournis par les différents providers qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée, c'est de se raccrocher un peu aussi au secteur et aux entités qui sont financées par le fonds. Globalement, vous avez ici tout ce qui est secteur de la chimie, du papier et de l'eau qui sont surpondérés dans le fonds impact, qui sont forcément très dépendants d'un certain nombre de services d'approvisionnement. Typiquement, tout ce qui est papier, etc., il faut qu'il y ait des forêts, etc., pour que ce secteur-là reste viable. Et à contrario, vous avez le secteur de tout ce qui est énergie, dans une moindre mesure le secteur du textile, qui sont sous-pondérés dans le portefeuille et qui sont des services qui sont dépendants des services de régulation. Donc, ce qui vient expliquer un peu le fait que le portefeuille côté impact soit légèrement moins dépendant à ces services-là. Si on passe maintenant sur la partie impact, on a pour le coup des résultats qui sont assez contre-intuitifs, et c'est là que ça devient intéressant. C'est que quand on regarde l'empreinte biodiversité, on pourrait s'attendre à ce que le fonds impact, qui a mis un peu au cœur de sa stratégie ces sujets-là de limitation des impacts biodiversité, soit mieux noté, on va dire, de ce point de vue-là, ou ressortent avec un score supérieur. Mais finalement, ce n'est pas le cas, puisque vous voyez qu'on a une empreinte, alors ça se lit, plus l'empreinte est négative, plus le fonds a de l'impact négatif sur la biodiversité. Et on voit que le fonds Action Impact, finalement, ressort négativement sur ce sujet-là. Donc c'est effectivement assez contre-intuitif. Donc là, on vous a mis la répartition par facteurs de pression, donc ce qu'on évoquait, changement d'usage des sols, changement climatique, pollution de l'air, pollution de l'eau. Donc on voit qu'il y a quand même deux thématiques qui ressortent, et notamment une qui est le changement d'usage des sols, avec globalement le fonds Action Impact Biodiversité qui est beaucoup plus impactant finalement que le reste sur ces sujets-là. A contrario, vous remarquez que sur l'ensemble des trois autres facteurs de pression, là, le fonds impact est mieux disant, puisqu'il vient à chaque fois diviser à peu près par un peu plus que 2 l'empreinte qu'il a sur ces facteurs-là. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Et donc, quand on a travaillé avec Juliette et l'équipe, on s'est demandé finalement qu'est-ce qui conduit à ça. Et je pense que ça, c'est un message important pour nous qui travaillons sur l'implémentation de ces sujets dans nos modèles, dans nos portefeuilles, etc. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, on commence à avoir des outils de mesure sur l'ensemble de ces thématiques, mais en fait, il faut aller voir à l'intérieur ce qu'il y a, puisque quand on soulève un peu le capot et qu'on regarde la nature des titres qui sont concernés, finalement, ça va nous apporter davantage de réponses. Et donc, en fait, quand on regarde ce qui se passe sur cette thématique changement d'usage des sols, vous avez en fait 4 entreprises dans 2 secteurs qui représentent 2/3 des impacts. Et ces 4 entreprises-là, donc, elles sont sur les secteurs de l'alimentation et du papier et de la forêt, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est un secteur qui est uniquement investi par le fonds impact et pas par les autres fonds. Et ça, finalement, comment ça se comprend ? Ça se comprend que ces secteurs-là sont par nature des secteurs qui vont avoir vont générer, on va dire, de l'artificialisation des sols, puisque pour produire de la nourriture, etc., quelque part, on est obligé de passer d'un écosystème, on va dire, non impacté par l'homme à un écosystème impacté. Donc, de fait, on va avoir des impacts qui sont importants. La question qu'il faut se poser, c'est finalement quelles sont les pratiques sous-jacentes des émetteurs qui sont concernés. Et c'est ce qu'évoquait très bien tout à l'heure Juliette, c'est de se dire finalement, au-delà de chiffres un peu abstraits, c'est de rentrer sur les pratiques de ces sociétés-là, interroger le management sur comment est-ce qu'ils anticipent leur stratégie et comment ils intègrent ces sujets de biodiversité. Et en fait, quand on regarde les noms qui ressortent dans le portefeuille, finalement, on a des acteurs qui sont avec des pratiques qui sont
quelque part bien disantes sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est aussi de venir se comparer à d'autres acteurs en se disant, finalement, ces acteurs-là ont sûrement des pratiques qui sont plus vertueuses que d'autres. Et c'est un peu comme ce qu'on observe sur le carbone, de se dire, ça consomme toujours du carbone de fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires, mais en revanche, ça nous permet d'économiser des émissions de type charbon, gaz, etc. Sur la biodiversité, c'est un peu pareil, de se dire, quand je choisis un acteur qui est vertueux, quelque part, je vais moins artificialiser, on va dire proportionnellement, que ce qui aurait pu être fait avec d'autres acteurs. Donc, d'où l'importance d'aller se poser ces questions-là. Et donc, juste en mini-conclusion sur cette partie-là, nous, ce qu'on a souhaité aussi mettre en avant à l'occasion de ce congrès, c'est que, évidemment, toutes les données, les outils qu'on commence à avoir à notre disposition nécessitent d'être challengés, nécessitent de prendre du recul sur les chiffres qui ressortent. Et je pense que là, j'apprendrai des choses à personne, puisque côté actuariat, je pense qu'on est habitué à se dire, dès lors qu'on utilise un modèle, d'aller challenger et les hypothèses et la façon dont c'est construit, etc., que l'idée, c'est aussi maintenant de se dire qu'il va falloir qu'on passe d'une dynamique de reporting, c'est-à-dire d'analyse a posteriori de ce qui se passe sur la biodive, à une analyse, à une intégration a priori dans nos portefeuilles, parce que c'est finalement comme ça qu'on parviendra à anticiper les risques et à mieux gérer nos impacts. Et le dernier point, là c'est plus une question un peu ouverte à destination de la communauté actuarielle, c'est de se dire sur finalement comment est-ce qu'on traduit encore tous ces sujets-là d'exposition en KPI clés. Ça veut dire quoi pour ma Solva, ça veut dire quoi pour mon PNL demain. Finalement, ça, ce sont encore des sujets qui sont très complexes, très systémiques, avec des emboîtements qui ne sont pas encore complètement captés entre le climat, tu t'évoquais tout à l'heure, le climat d'un côté, la biodive de l'autre, alors qu'on sait que ces sujets-là sont très interdépendants. Donc l'objectif, c'est évidemment de travailler sur ces sujets-là, de réfléchir à comment est-ce qu'on embarque ça dans nos modèles de projection, puisqu'aujourd'hui, on sait que toutes ces thématiques-là sont, on va dire, incorrectement embarquées dans les prix de marché. Et donc, voilà, énormément de travail pour les actuaires dans les mois et les années à venir pour intégrer tout ça. Il nous reste quand même une partie pour se dire, finalement, on a quand même beaucoup d'éléments à notre disposition. La question, c'est comment est-ce qu'on construit un reporting biodiversité cohérent. Et donc, je passe la parole à Delphine. Merci Sébastien. Donc, dans cette dernière partie, vous retrouvez les éléments qui ont été présentés par Luc, Juliette et Sébastien, et de voir comment on peut les retrouver dans le reporting. L'ADEME a fait une analyse des LEC 29 en mettant en avant que la notion de biodiversité était mentionnée de manière assez limitée. Et donc pour cela, ils ont proposé un guide de construction d'une démarche biodiversité spécialement pour les LEC 29, puisqu'en tant qu'institution financière, forcément, cette intégration de la démarche biodiversité a peu de choses à voir finalement avec tout ce qui est proposé aux entreprises industrielles. La CPR et l'AMF font aussi une revue des LEC 29 et ont constaté la même chose, ou même si elles soulignent les engagements bien supérieurs sur la biodiversité, constatent que le suivi chiffré de ces engagements n'est pas à la hauteur. Les suivis sont plutôt sur la partie climat pour les 2/3, et donc voilà, il manque des éléments de suivi pour la biodiversité. Nexialogue, notre invité de ce jour, a aussi publié son rapport sur les LEC 29. Et donc, lorsque vous aurez publié vos LEC 29, ils vont actualiser ce benchmark et peut-être constater que la biodiversité est davantage intégrée dans vos rapports, mais aussi dans les investissements et dans le suivi a priori de la gestion, et pas nécessairement uniquement pour pour des raisons réglementaires de reporting. Sur l'intégration elle-même, dans la slide suivante, on voit une sorte de fleur sur la manière dont peut être intégré l'engagement climat sur trois grands axes. Finalement, ces trois grands axes climat peuvent être repris sur la partie biodiversité, que ce soit sur les politiques d'exclusion ou de désengagement, ou de la même manière, et c'était peut-être aussi l'idée du portefeuille que tu as montré, Sébastien, de certains secteurs, de choisir d'exclure certains secteurs dans un fonds qui aurait des visées biodiversité. Ensuite, sur la partie engagement, alors ça passe par le calcul de l'empreinte biodiversité qui vous a été présentée.
et aussi les échanges avec les entreprises pour les inciter à avoir des actions plus vertueuses vis-à-vis de la biodiversité. Et enfin, le troisième aspect, c'est le financement ou l'acquisition d'obligations spécifiques, que ce soit une obligation verte ou une obligation ou une participation dans un fonds avec des objectifs biodiversité ou bien des financements de projets. Sur la slide suivante, on parle un peu de la méthodologie. On vous a présenté cette méthodologie. J'espère que peut-être certains la connaissaient déjà, ou pour d'autres, ça vous a donné envie de plonger un peu plus dans ces méthodologies. Les méthodologies ont des limites et aussi progressent chaque année. Donc l'idée et le message, c'est de ne pas attendre que la méthodologie soit parfaite, mais justement de vous l'approprier et de la faire évoluer pour qu'elle soit peut-être plus explicite pour vous, plus compréhensible. Et c'est vraiment le sens aussi de cette présentation qu'on vous a fait à 4 voix, sachant que c'est à vous aussi de choisir en tant qu'investisseur la manière dont vous voulez l'analyser. D'un point de vue qualitatif, alors la CSRD nous dit qu'il faut des politiques, des actions et des cibles, et on se rend compte que même s'il y a parfois beaucoup d'actions, c'est pas si facile que ça d'avoir une politique globale ou des cibles très précises, mais c'est quand même du qualitatif. Le quantitatif, on nous en a présenté des extraits. Après, vous pouvez choisir de faire une analyse sur quelques-uns de vos fonds ou l'intégralité, ou bien sur une thématique, que ce soit la déforestation, la consommation de l'eau. Finalement, c'est à vous, en tant qu'investisseur, de choisir les axes de vos analyses et de vos investissements. Mais il existe suffisamment de méthodologies et de fournisseurs de données pour que vous puissiez les intégrer dans votre gestion. Et donc, sur la dernière partie, c'est l'adhésion à des initiatives. Donc, au-delà des 3 aspects que l'on a vus sur le désengagement, le désengagement, l'exclusion, l'engagement par le calcul d'empreinte, eh bien, c'est l'adhésion à différentes initiatives. Là, on vous en a listé que quelques-unes. Bien sûr, les PRI, l'UICN, c'est l'actualité de ces derniers jours. Et puis, SBTN ou TNFD, qui sont des mouvements mondiaux qui sont suivis par des investisseurs qui ne sont pas nécessairement dans la contrainte réglementaire dans laquelle on est en Europe, mais qui aussi publient des rapports spécifiquement, des guides pour reporter sur les données nature au-delà du climat. C'est terminé pour ma partie. Est-ce que, Luc, tu veux faire une conclusion avant peut-être de prendre des questions? Et vous aurez un QR code qui va s'afficher pour évaluer la table ronde. Merci Delphine, merci à tous. Moi, je n'avais pas de conclusion spécifique à faire. Je pense que vous avez vu qu'il y avait un vrai fil conducteur avec la présentation de cette étude de cas qui est un peu le cœur du sujet, dans lequel on observe toutes les conclusions qui ont déjà été évoquées par Sébastien. Donc, maintenant, n'hésitez pas à poser des questions sur l'étude de cas ou sur la définition des termes, sur les méthodologies employées par Mirova ou les démarches reporting d'AEMA, ou sur tout autre sujet lié à la biodiversité. On a un peu plus de 10 minutes pour répondre à vos questions. Merci pour la présentation. J'aurais une question plutôt liée à cette dernière partie, parce que j'ai vu hier dans la presse, sauf erreur de ma part, c'était hier, que Munich Re quittait une des alliances qui avait été, enfin, laquelle il a dû participer peut-être même à la création. A priori, ils sortent de plusieurs alliances. Après, ce réassureur vaut ce qu'il vaut, mais c'est une parenthèse, je plaisante. Mais voilà, est-ce qu'il faut avoir une certaine inquiétude vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est pour mieux s'engager ailleurs? C'est pour faire les choses soi-même dans son coin? Est-ce que ces alliances, finalement, mettent trop de contraintes pour
pour certains, et finalement peut-être sans voir de finalité derrière, ou pas assez rapidement. Voilà, quel est un petit peu peut-être l'état d'esprit de certains gros acteurs sur le marché, si jamais voilà, vous avez les réponses. Ouais, je peux prendre la question. Effectivement, Munigri, ils sont sortis de la NZAWA, ils ont annoncé ça la semaine dernière. Donc la NZAWA, c'est l'alliance des asset owners sur la partie climatique, donc avec tout un tas d'ambitions pour atteindre notamment le net zéro à horizon 2050. Globalement, je pense qu'il y a plusieurs sujets concomitants qui expliquent la décision de Munigri, même si je n'ai pas d'input ultra secret à dévoiler sur ce sujet-là. Le premier, je pense que c'est tout le contexte, on va dire, géopolitique actuel, puisque Munigri est un acteur qui est très international par définition et qui donc est soumis à énormément de juridictions différentes dans le cadre de son activité. Et on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est porté sur l'ESG au sens large, à la fois les sujets environnementaux, mais pas que, les sujets sociaux, etc., font un peu l'objet de poursuites parfois, notamment côté États-Unis. Donc, on a vu un mouvement général, là on parle de Munigri, mais il y a eu un mouvement général au moment de l'élection de Trump, alors un peu avant, un peu après, etc., mais où toutes les banques sont sorties de la NZBA, la Fed est sortie de l'alliance des régulateurs, les États-Unis, le pays est sorti des accords de Paris sur le climat. Et donc en fait, il y a tout un tas de poursuites qui sont engagées par un certain nombre d'États républicains sur des acteurs en se disant finalement, en tant que membre de ces alliances-là, vous faites partie, vous vous mettez d'accord pour ne plus financer tel ou tel secteur. Donc c'est finalement de la concurrence déloyale. Et donc il y a eu un certain nombre de poursuites qui ont été lancées. Donc je pense que ça explique une partie de la sortie de Munigri, qui a aussi, je pense, évoqué des sujets comme tu l'évoquais toi aussi à la fin de ton propos, de performance peut-être pas complètement lisible ou d'apport de ces alliances-là, qui demandent énormément de reporting. Donc il faut prendre des engagements sur tout un tas de sujets, faire des reportings réguliers, etc. Et finalement, est-ce que ça nous permet d'aller plus vite dans les efforts de décarbonation, etc. Voilà, je pense qu'ils estiment aujourd'hui ne pas en avoir la conviction profonde. Et donc ça vient là aussi, je pense, enrichir le pourquoi du comment sur cette décision-là. Donc est-ce qu'après, d'un point de vue plus global, il faut s'attendre à un mouvement là-dessus ? C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'alliances qui ont un peu vacillé ces derniers temps. L'alliance NZAWA, pour l'instant, tient à peu près le coup. Mais effectivement, Munigri est un des premiers gros acteurs à sortir de ce sujet-là. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes, effectivement, en ce moment sur cette thématique. Bonjour, merci pour la présentation, notamment du fonds. Je voulais revenir justement sur la mesure de MSA, parce que finalement, c'est une des mesures principales qui se développe et qui est retenue par les investisseurs, parce que c'est une métrique qui est facilement, qu'on peut reporter notamment, et le fait que là, le résultat soit assez dégradé par rapport à un portefeuille traditionnel, comment l'interpréter aussi pour les investisseurs Alors le MSA, ça fait partie d'un des outils qui se développe sur la biodiversité. C'est un outil que nous, chez Mirova, on a souhaité utiliser avec Iceberg Data Lab parce qu'on a pu développer avec ce prestataire de données, cet outil-là en commun. Ça nous permet aussi d'avoir une approche, ce fameux CBF, de chaîne de valeur, donc analyse de cycle de vie, qui est intéressante pour les entreprises. Bien sûr, il y a des limites, comme tout outil en développement en ce moment. Notamment, la plus grosse limite, ce sont les données, l'accès aux données fiables. Donc, par exemple, le CBF utilise des données fiables depuis 2019 avec une certaine granularité. Auparavant, elle utilisait des données surtout par secteur, donc beaucoup moins granulaires.
Et en termes d'interprétation, c'est ce que disait Sébastien, c'est qu'il est important de regarder en effet les chiffres, mais aussi d'essayer de les comprendre. Donc bien sûr, on a par exemple sur le fonds impact biodiversité une pression, un impact négatif sur tout ce qui est la dégradation des sols, parce qu'on investit dans des entreprises qui sont dans des secteurs à fort enjeu biodiversité, liés à l'agriculture. Donc on a des entreprises d'ingrédients, des entreprises de produits agricoles, qui ont par contre des bonnes pratiques ou des solutions positives pour la biodiversité qui permettent de réduire leur impact ou leur dépendance. Et donc il faut aller, oui, en dehors, un peu creuser aussi en dessous des chiffres. Et ces outils sont bien sûr en développement, pas forcément tous parfaits, mais il faut quand même agir avant d'attendre un outil de mesure exact, fiable à 100%. Et ça a été le sujet sur toute la dimension climatique, tout le thème climat, et c'est le sujet aujourd'hui sur le thème biodiversité. Et je pense peut-être pour compléter le propos de Juliette, le sujet du MSA là, et de l'empreinte biodiversité, il a été pas mal poussé en France du fait de la réglementation et de l'article 29 LEC qui nous demande explicitement de publier une métrique d'empreinte. Et donc mécaniquement, tout le monde se saisit un peu de se dire qu'est-ce qui existe sur le marché. Et donc voilà, il n'y a pas 36 éléments. Il y a Iceberg Data Lab, il y a CDC Biodiversité qui aussi produit des choses. Donc ça, c'est le premier point qui finalement, je pense, a conduit un peu tout le monde à y aller. Et je pense là où il faut quand même vraiment garder du recul, c'est de se dire finalement le MSA kilomètre carré, là, il essaie de synthétiser un impact sur la biodiversité en un chiffre. Et je pense que ça, c'est aussi une des grosses limites de la métrique en tant que telle, c'est que la biodiversité, c'est ce qu'évoquait Luc en introduction. En fait, on parle de plein de choses quand on parle de biodiversité. On parle de variété des espèces, on parle d'écosystèmes. Ce sont des thématiques qui ont des impacts qui, à contrario, on va dire, du changement climatique, où une tonne de CO2 que vous les mettiez à Paris, à Shanghai ou à New York, c'est la même chose. Finalement, la biodiversité, en fonction si vous allez toucher à un écosystème, une mangrove quelque part ou quelque chose en France, finalement, ce n'est pas les mêmes impacts. Et donc, il faut garder quand même beaucoup de recul vis-à-vis de ce truc en disant j'ai un chiffre, j'ai un indicateur et donc j'y vais, j'avance. Déjà, la décomposition par facteur de pression apporte déjà un peu plus d'éléments et je pense qu'il faut encore essayer d'aller un peu en dessous parce que même si ça donne du confort, je pense de se dire j'ai réussi à synthétiser ça dans un indicateur, effectivement, pour l'instant, on voit que ça présente quand même un certain nombre de limites. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant d'avoir une analyse quantitative mais aussi qualitative. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport aux critères ESG ou biodiversité et performance. C'est un objectif qui est noble, mais en fait, le problème, c'est que les secteurs qui performent en ce moment, je pense pas, typiquement aux mines d'or et tout ce qui est... en fait, c'est pas des secteurs vraiment ESG. Et d'autre part, vous avez aussi des secteurs qui sont laissés à l'abandon, pas vraiment, mais où personne ne va dessus, par exemple le charbon, où ça donne des valorisations complètement ridicules. Et comment vous faites pour attirer des investisseurs dans ce genre de fonds, en fait, en promettant un bon rendement, alors que vous avez des secteurs qui sont... les secteurs qui performent, ils ne sont pas très ESG, quoi. Après, en tout cas, depuis le début de l'année, on voit quand même une aversion au risque, une volonté d'être sur des secteurs défensifs. Le secteur défensif aussi, par excellence, c'est tout ce qui est consommation. Donc agriculture, packaging, ingrédients, etc. Ça performe bien depuis le début de l'année. Donc, et c'est aussi une thématique long terme. Donc, bien sûr, il y a ce qu'on appelle ce fameux bruit sur les marchés à court terme. Il faut quand même garder le cap et se dire qu'on investit sur une thématique long terme. Essayer d'avoir une résilience par rapport aux fluctuations des marchés financiers. Et donc oui, vous parliez de l'or ou du charbon, mais on trouve quand même aussi d'autres segments d'activité qui sont quand même en croissance malgré tout. Donc je parlais de la consommation avec tout ce qui s'est passé en termes de géopolitique avec Trump, cette volonté de relocalisation aussi de nos chaînes de valeur. Donc la thématique de la circularité aussi qui revient de plus en plus. Donc malgré tout, même si à court terme, dans les mois qui viennent ou les mois qui
qui se sont écoulés, on a pu avoir une perte un peu d'intérêt de la part des investisseurs. On voit bien quand même que ça revient, tant qu'on garde quand même en tête que c'est un investissement à long terme. Et nos clients l'ont en tête. J'ajouterais peut-être, l'ESMA a publié une étude il y a 1 mois et demi qui démontre que les encours ESG sont... donc il y a eu une très légère baisse sur le Q1 2024, mais ça reste largement au-delà de ce qu'on a connu avant 2021, 2022. Donc il y a toujours un intérêt particulier pour l'ESG. Et d'ailleurs, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'ESG a tendance aujourd'hui à promouvoir une forme d'allocation d'actifs un peu différente qui, comme vient de le dire Juliette, est plutôt fondée sur des principes de résilience. Et en fait, c'est tout le propos de l'atelier qu'on vient de présenter, c'est qu'en fait, pour faire de la biodiversité, on n'investit pas forcément sur les acteurs qui sont totalement à zéro impact biodiversité, mais peut-être sur ceux qui ont de la biodiversité, mais qui le font mieux, entre guillemets, et qui seront peut-être demain plus résilients. Et en fait, on peut voir la même chose sur l'ESG, on n'investit pas sur les entreprises et les secteurs qui émettent le moins de GHG, mais sur ceux qui en émettent moins qu'avant, plutôt. Et parce que ce sont ceux qui performeront financièrement aussi, et qui s'adapteront le mieux demain, et qui ont le moins de risques de transition, si on doit diviser entre risque physique et risque de transition. Et donc voilà. Et donc moi j'ai tendance à dire, résumer ça sous une formule que j'emploie assez fréquemment, qui est de dire que l'ESG c'est pas de la destruction ou de la création de valeur, c'est de la protection de valeur en fait. Il faut le voir comme ça, et c'est particulièrement pertinent de le voir comme ça en 2025 vu le contexte géopolitique. Bonjour, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. 2 questions pour rebondir à ce qui vient d'être dit. Premier point, comment, du coup, par exemple, le fonds que vous avez présenté, les valeurs sélectionnées sont au niveau monde. Vous avez spécifié que la biodiversité, c'est quand même quelque chose du coup de local. Comment, du coup, arriver à convaincre les institutionnels français ou européens à aller dans des fonds qui vont résoudre peut-être des problèmes qui ne se situent, entre guillemets, pas chez eux? Et ensuite, sur la gestion du temps, j'entends que le fonds de biodiversité, et que la biodiversité, c'est un sujet à temps long. En revanche, également, donc là, ce qui est bien, c'est que l'assurance aussi, c'est un temps long, donc pour le moment, les intérêts sont alignés. Cependant, quand on investit aujourd'hui dans des fonds actions, on cherche quand même on s'attend à une certaine rentabilité, ou en tout cas pas être trop loin de notre benchmark. Donc comment concilier ce temps long et le fait de retenir les investisseurs institutionnels tout en arrivant à quand même avoir une performance suffisamment décente et pas trop éloignée de l'attendu? Oui, vous parliez de benchmark. En effet, comme c'est un fonds thématique, c'est vrai qu'il est difficile et un peu erroné de le comparer à un benchmark, genre un MSCI World. Donc ça, c'est aussi notre rôle de dire aux clients, on a un fonds quand même très spécifique, thématique, qui se compare pas forcément à un indice un peu généraliste. On parle de 2 choses différentes. Donc voilà, et comment attirer les investisseurs, c'est déjà aussi une classe d'actifs. Alors moi, je vais parler plus en termes financiers, qui est assez différent, qui a ce rôle un peu défensif, qui a une performance qui est intéressante, notamment dans des cycles économiques comme actuellement, quand on est un peu en baisse de régime, par rapport à un fonds climat qui, lui, va être plus sur tout ce qui est énergie, utilities, un peu de tech, etc. Donc, ça permet aussi aux clients d'avoir une offre un peu plus différenciée par rapport à ce qu'on peut proposer sur d'autres thématiques. C'est aussi pour ça qu'on développe aussi la biodiversité. Et quand on parlait du fonds, donc c'est le fonds Objectif Biodiversité qui a été lancé, ces 11 investisseurs, c'est des assureurs qui veulent aussi intégrer ce risque biodiversité un maximum. Et on n'a pas parlé, mais on développe ce fonds avec un comité scientifique qui va nous permettre de challenger et de réellement quantifier l'impact biodiversité de notre fonds, le risque biodiversité que l'on a. Et c'est une initiative intéressante de pouvoir concilier
finance et sciences pour essayer d'améliorer un maximum les outils et d'améliorer aussi notre prise en compte du risque biodiversité pour nos clients assureurs. Peut-être pour compléter sur ce sujet-là, effectivement, il y a le sujet de pourquoi est-ce qu'on va aller investir dans des zones qui sont potentiellement très loin de nous. Je pense que ça vaut pour la majorité des investissements qu'on peut faire, puisque globalement, quand vous investissez chez Total, chez Renault ou chez LVMH, vous financez pas que des boîtes, une boîte qui a le pavillon, on va dire, français, mais qui derrière a des infrastructures qui sont partout dans le monde. Donc vous financez aussi des choses à l'autre bout du monde. Il faut déjà le garder en tête. Et après, il y a effectivement ces sujets de chaîne de valeur qu'évoquait tout à l'heure Juliette, de se dire finalement un certain nombre de gros acteurs, même européens, vont aller se sourcer dans ces zones-là. Donc c'est aussi intéressant d'aller y travailler. Et il y a aussi des choses à faire au niveau européen. On a tout à l'heure brièvement effleuré le sujet de tout ce qui est souveraineté. Et c'est vrai que les sujets de ESG résonnent aujourd'hui beaucoup avec ces sujets-là, de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire. Finalement, tous ces sujets-là sont peut-être plus proches de nous et on se dit finalement, il y a aussi peut-être un cercle vertueux à construire là-dessus. Et sur le point de comment faire pour attirer les assurés sur ces sujets-là, je pense qu'il y a énormément d'axes possibles. Il y a surtout un axe d'acculturation, je pense, parce que toutes ces thématiques-là sont aujourd'hui assez peu appréhendées. On sait que la culture financière n'est pas toujours déjà hyper développée, alors la culture extra-financière peut-être encore moins. Donc il y a beaucoup d'axes d'acculturation à développer pour expliquer aux clients pourquoi, quand il fait des investissements ESG, c'est pas simplement pour aller sauver un ours polaire sur son bout de banquise, mais c'est aussi potentiellement sur le long terme pour essayer de préserver la valeur de son investissement. C'est ce que disait Luc tout à l'heure. Et quelque part, je pense que le monde qu'on a devant nous, on l'a vu, c'est une réalité physique. On ne va pas pouvoir aller contre, en fait. Et donc, il va falloir s'adapter aussi à cette hausse de l'incertitude et quelque part aussi se dire comment est-ce que j'apprécie la performance d'un produit financier. Est-ce que c'est uniquement de la perf purement financière ou est-ce que finalement, c'est de se dire cette perf-là, je l'apprécie aussi au regard des impacts qu'elle peut générer. Et je pense qu'il y a aussi là aussi une sorte de mindset à faire évoluer sur ces thématiques-là. Alors le sujet est compliqué, le sujet sera long, mais je pense que la réalité à laquelle on va être confronté dans les années à venir va forcément nous apporter de l'eau à ce moulin-là. Alors peut-être un peu tard, mais on verra. Je vais peut-être faire un petit détail sur la temporalité. Je pense pas que ce soit si... Parce que vous évoquiez le fait que ce soit des sujets long terme. Et en fait, je pense que c'est pas si lointain que ça. Surtout si on regarde les dernières études et les scénarios du NGFS, par exemple, qui ont été publiés il y a 1 mois et demi. À horizon 5 ans, on a quand même des pertes de valeur d'actifs qui sont assez significatives. Donc en fait, c'est un argument pour convaincre n'importe quelle personne qui serait un peu dubitative sur la question. Neutre, en fait, on va dire. Bonjour. Si on revient à la toute première slide de mémoire, vous aviez dit que 50% du PIB mondial était lié à la biodiversité. Donc, ma question, c'est de savoir, du coup, quand vous faites un fonds sur la biodiversité, est-ce que vous sélectionnez des entreprises dont le chiffre d'affaires est majoritairement sensible à ce risque ou pas? Parce que j'aimerais dire, d'un point de vue comme ça, si on veut se couvrir contre le risque de biodiversité, tant qu'à faire, il faut mieux ne pas être sensible. Alors que si justement on maximise la part qui est sensible au risque, si le risque survient, du coup le chiffre d'affaires il va fondre. Mais ce qui sous-entend que derrière, si c'est pour maintenir justement l'autre PIB, du coup il faut mieux être insensibilisé à ce risque-là. Alors nous, on a fait le choix d'investir dans des entreprises qui sont dans des secteurs à forte pression, fort enjeu biodiv. C'est pour ça qu'on exclut certains secteurs qu'on appelle à faible enjeu, donc les telcos, les télécommunications, médias, le hardware, ce genre de secteur qui pour nous, en tant qu'investisseurs, investir dans une entreprise dans ce type de secteur-là ne va pas permettre de réduire les pressions sur la biodiversité. Nous, ce qu'on veut, c'est axer notre investissement sur les secteurs qui ont le plus de pression ou de dépendance, qui sont
et ainsi investir dans des entreprises qui offrent des solutions, des bonnes pratiques de réduction de ces pressions-là un maximum. Donc ça, c'est notre choix de se focaliser sur ces fameux secteurs à fort enjeu biodiversité. Je comprends le point, mais du coup, en fait, elles n'ont pas le choix. Parce que finalement, c'est un peu leur business model. Donc si effectivement, elles sont confrontées, elles ne survivront pas. Oui. Après, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore en tête. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pris en compte ce risque biodiversité dans leur pratique. Et c'est notre rôle aussi, en tant que asset manager, d'engager avec ces entreprises pour leur montrer qu'elles ont un fort risque et d'essayer de leur permettre de développer des bonnes pratiques. Biodiversité, le risque biodiversité est encore très peu intégré auprès des entreprises, dans leur, que ce soit dans leur chaîne de valeur, dans leur process. Alors, je comprends le point tout à fait pour la biodiversité en tant que telle, hein, pour la préservation. Néanmoins, pour un aspect vraiment financier, c'est un risque d'investir sur des sociétés comme ça, enfin, d'un point de vue vraiment mathématique. Alors, ça fait 2 siècles, effectivement, la diversité ne fait que décroître, ça va se poursuivre. Donc, elles sont en danger et effectivement, elles sont obligées d'aller là-dedans pour perdurer. Mais d'un point de vue purement financier, en tant qu'investisseur, j'aurais envie de dire, si je m'insensibilisais contre ce risque-là, je n'investis pas là-dedans. Et on a une autre catégorie d'entreprises qu'on appelle une catégorie d'engagement. C'est des entreprises qui n'ont pas des bonnes pratiques, qui n'ont pas de solutions et qui doivent développer des bonnes pratiques biodiversité, encore parce qu'elles sont dans un secteur à fort enjeu biodiversité. Et ça nous permet notamment aussi de diversifier vers des secteurs où on a peu de solutions, peu de bonnes pratiques, par exemple la tech. Donc, si l'on prend en compte donc, les entreprises qui offrent des solutions, celles qui ont des bonnes pratiques, celles dans lesquelles on doit faire de l'engagement, finalement, le risque financier est plus limité parce qu'on a une diversité d'investissements potentiels. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être réduire ce risque mathématique, comme vous le dites. Merci. Après, peut-être juste quand même pour compléter sur ce sujet, effectivement, il y a un niveau de PIB qui dépend de façon très explicite de la biodiversité, mais après, il ne faut pas se leurrer. On parle d'un système économique qui est forcément très lié, enfin tous les secteurs sont un peu liés aux autres. On va dire un système, le secteur des telcos est peut-être peu dépendant de la biodiversité, ok, mais si à côté on n'est plus capable de s'alimenter, si à côté, etc., en fait, c'est quoi la durée de vie de ce secteur-là, in fine? Enfin, c'est peut-être un impact qui est beaucoup plus indirect, mais finalement, on est quand même au bout d'un moment rattrapé par un certain nombre de grands équilibres, en fait. Et donc, effectivement, d'un point de vue court terme, on peut avoir une moindre sensibilité, mais cette sensibilité, elle ne va faire que s'accroître avec le temps, en fait. On prend une dernière question, sinon on s'arrête là. En parlant d'alimentation, effectivement, c'est la pause déjeuner. On a bien besoin de toutes ces entreprises qui ne protègent pas forcément la biodiversité, mais qui nous permettent de manger. Et voilà, donc il faut aussi les financer pour que nous puissions toujours nous alimenter. Merci à tous et merci bonne journée de vos questions. Et bon appétit.